500 000 noms sur des listes de morts. Comment tuer un demi-million de personnes sans tirer un seul coup de feu? La machine totalitaire lui a donné un stylo au lieu d'un pistolet. Elle n'était pas un soldat sur le champ de bataille. Personne ne la menaçait. Elle a choisi elle-même de signer pour l'anéantissement de 500 000 âmes. Son nom, Maria Mandel. Chaque matin, la même routine. Les bottes, parfaitement cirées, symbole d'un ordre sans âme. Le bureau, le silence. Devant elle, une pile de dossiers. Elle ouvre le premier, une liste de noms. Le son de la plume grattant le papier officiel. Elle signe mécaniquement, sans lire. Puis, elle referme le dossier. Des centaines de vies viennent de basculer. 500 000 personnes. C'est la population d'une grande ville comme Leeds, à l'époque. Une ville entière effacée par l'encre d'une seule personne. La veille de son exécution, elle demandera un miroir, un dernier regard. Le nombre de vies passées par sa chancellerie, 500 000. Derrière ce chiffre, une origine ordinaire, une banalité. 10 janvier 1912, Autriche. Fille d'un simple cordonnier, milieu modeste, catholique, conservateur. Puis, 1938, l'Anschluss. Le Reich absorbe l'Autriche. Le monde change, les opportunités aussi. Maria Mandel cherche une voie. Le système lui en offre une. Le premier uniforme, orné des insignes du Reich, lui confère un pouvoir nouveau. Ce n'est pas l'idéologie qui l'a séduit en premier, c'est le statut. Le salaire de base d'une gardienne SS dépassait largement le revenu moyen d'un ouvrier qualifié autrichien. Elle rejoint les auxiliaires SS. Sa destination, le camp de Lichtenburg. Elle a signé son premier contrat. Dans la structure SS, une règle s'apprend vite. Le système échange les vies humaines contre une carrière. Pourquoi la fille d'un simple cordonnier a-t-elle obtenu le pouvoir absolu sur 40 000 prisonniers? Parce que l'industrie de la terreur monnayait le manque d'empathie. Le mécanisme était une promotion administrative, une démonstration de brutalité, une note dans un rapport, une nouvelle barrette sur le col, plus d'autorité. Les lignes strictes des baraquements s'étendaient à l'infini, une géométrie d'usine. En 1942, sous le commandement de Mandel, 40 000 vies, l'équivalent de plusieurs divisions de la Wehrmacht, mis à la disposition absolue d'une seule surveillante. Une femme issue d'une éducation catholique. Le système n'a pas seulement permis sa cruauté, il l'a exigée. Sur son bureau, des piles de rapports administratifs, des documents secs où les vies humaines devenaient des statistiques, des chiffres mesurant l'efficacité. Dans tout l'appareil, aucune objection interne n'a jamais été consignée. D'épais volumes de transcription judiciaire. Des faits systématisés, page après page. Il y a 80 ans, l'histoire de Maria Mandel n'était pas une anomalie, c'était un plan de montage. Le schéma fonctionnel pour assembler le rouage parfait d'une machine répressive. Quelle est la principale menace de ce précédent judiciaire? Il prouve que le mécanisme de déshumanisation fonctionne, sans faillir. Les témoignages documentés des survivants ont rempli ces archives. Ils sont devenus la base fondamentale de la science politique d'après-guerre. Une dissection de la psychologie des instruments de la terreur d'État. La technologie du meurtre à l'échelle industrielle. Son affectation, le camp de Ravensbrück. Mai 1939. La machine d'État déplace une pièce. Destination, Ravensbrück, l'unique grand camp de concentration pour femmes du Reich. Avril 1942. Maria Mandel est promue Oberaufseherin, superviseur-chef. Le clic métallique du sceau de l'État sur son ordre de promotion. Comment un empire pousse-t-il un citoyen ordinaire à tuer de son plein gré? Le système ne donne pas seulement des ordres, il récompense l'initiative. Mandel commence à sélectionner des femmes pour des expériences médicales. Elle longe les rangs, son regard s'arrête. Un hochement de tête à un garde. Une croix est tracée sur un formulaire officiel. Ce n'est plus un ordre direct, c'est son choix. Ravensbrück n'est pas une prison, c'est un incubateur de cadres. 132 000 femmes y sont passées, 92 000 y sont mortes. Le système SS encourageait délibérément cette initiative par le bas. Ce facteur anéantira plus tard la principale ligne de défense à Nuremberg. J'obéissais aux ordres, un argument devenu inutile. Mandel n'est plus une apprentie de la cruauté, elle est un instrument, parfaitement formé. L'État lui a donné une promotion. Maintenant, il lui prépare la plus grande scène du Reich. La nouvelle scène du Reich n'exigeait pas que de la terreur. Elle réclamait une façade, une vitrine culturelle. Le docteur Joseph Mengele pleurait, l'ange de la mort ému aux larmes par la musique. Pendant ce temps, à quelques mètres, les crématoires fonctionnaient sans relâche.
Heinrich Himmler lui-même admirait profondément l'orchestre. En avril 1943, cette façade est devenue réalité. Maria Mandel fonde l'Orchestre des femmes d'Auschwitz. L'objectif n'est pas la pitié, c'est la propagande. Jouer les œuvres de Schubert et Brahms devait symboliser le triomphe de la civilisation germanique sur l'Orient barbare. L'art comme justification intellectuelle du meurtre industriel. Mandel recrute personnellement la chef d'orchestre, Alma Rosé, nièce du compositeur Gustav Mahler. Bientôt, l'ensemble compte plus de 40 musiciennes. Jouer, c'était survivre, temporairement. Ces vies n'étaient pas sauvées par humanité, elles servaient d'instrument. La prisonnière française Fania Fénelon était parfois convoquée en pleine nuit pour chanter en privé, uniquement pour Mandel. Derrière la musique, la véritable infrastructure du pouvoir tournait sans relâche. Une machine que Mandel avait mise en marche en octobre 1942, à Auschwitz-Birkenau. Son pouvoir était absolu. La survivante Anita Lasker-Wallfisch l'a confirmé sous serment. Mandel se tenait à la porte du camp. Un seul regard croisé avec une prisonnière suffisait. La femme était retirée de la colonne, sans interrogatoire, tuée. Elle régnait sur 40 000 détenus, rapportant directement au commandant Rudolf Höss. Comment traiter 40 000 personnes sans perturber le planning? La réponse de Mandel, la standardisation. Elle a inventé un test physique, une simple canne en bois, fixée à 50 cm du sol piétiné. Le son sec du bois contre un piquet. Chaque prisonnière revenant du travail devait sauter par-dessus. Les trop faibles ne sautaient pas. Ce test n'était pas une épreuve de force, c'était un filtre pour les chambres à gaz. Celles qui échouaient étaient marquées pour l'élimination. 500 000 décisions de mort documentées. Ceux qui échouaient au test n'étaient plus des êtres humains, ils devenaient des lignes sur des listes administratives. Des documents qui exigeaient une signature d'autorisation. D'où viennent ces 500 000 morts? De l'encre sur du papier. Des colonnes de noms parfaitement alignées sur un bureau. Le mouvement d'un stylo qui valide chaque ligne. Le dossier est refermé, puis transmis à un officier SS. Une formalité. Sur la rampe, au milieu de l'odeur âcre de la fumée de charbon des convois, Mandel participait personnellement. C'était un fait. Elle se tenait aux côtés des médecins SS, sans émotion. Elle dirigeait les prisonniers. Gauche, droite, la vie ou la mort. Un demi-million de condamnations, l'équivalent de la population d'une ville comme Lyon, rayée de la carte par une méthode purement administrative. Fin 1944, la machine commence à s'enrayer. Mais les preuves restent. Le tribunal national suprême de Pologne le confirmera dans son verdict. Une cruauté exceptionnelle, même pour Auschwitz. Ce n'était pas seulement des signatures, c'était un système. Son nom était lié à la mort de 500 000 personnes. L'évacuation d'Auschwitz la prive de son pouvoir. Et en novembre 1947, la machine géopolitique de la justice la rattrape. Le procès s'ouvre à Cracovie. C'est un instrument des Alliés, conçu dès les déclarations de Moscou en 1943. Juger les criminels là où leurs crimes ont été commis. Sur le banc des accusés, 44 membres de la SS. Mandel est l'une des 5 seules femmes. Comment prouver la culpabilité d'un rouage dans une machine totalitaire? Par sa propre signature sur les ordres. D'abord, elle nie tout. Puis les survivants défilent à la barre. Leurs visages sont marqués, leurs doigts la désignent. Les témoignages sont précis, ils la nomment. Ils décrivent les coups, les sélections, les enfants arrachés à leur mère. Les récits ne se contredisent pas, ils se corroborent dans les moindres détails. Le 5 mars 1947, elle fait un aveu partiel. Elle admet avoir signé les listes de morts. Cet aveu change la nature du procès. Elle ne peut plus se cacher derrière les ordres. Sa signature est là, sur les documents. Le verdict tombe le 22 décembre 1947. L'écho de la sentence, lu en polonais, résonne sous les hautes voûtes. Le protocole officiel a inscrit le fait qu'elle brutalisait les femmes déjà sélectionnées pour la mort, non comme un contexte, mais comme une circonstance aggravante. La sentence de mort est appliquée. Sur le sol même de l'État que les nazis voulaient rayer de la carte, ce jour-là, 21 criminels de guerre nazis sont exécutés. Une purge systémique, la réponse du gouvernement polonais à l'occupation. Mandel attend son heure dans la prison de Montelupich à Cracovie. Un lieu symbolique. C'était un centre de torture de la Gestapo contre la résistance polonaise. Aujourd'hui, c'est un lieu de rétribution. Son exécution en 1948 est le point final d'une course paniquée, entamée 3 ans plus tôt face aux armées qui avançaient. Le calme qu'elle affichait au procès se brise.
Le matin du 24 janvier, elle se débat contre les gardes. La façade est tombée. Après Arthur Liebehenschel et 3 autres, c'est son tour. Elle a 36 ans. Il est 7h32 du matin. Elle est la 5e sur la liste des pendus. Mais avant l'échafaud, il y a eu l'effondrement. L'agonie d'un Reich tout entier, dont Mandel est le témoin direct. Printemps 1945. Le Reich implose. Mandel tente de fuir. Elle cherche refuge chez son père à Munich. Mais son propre père refuse de l'héberger. La famille elle-même rejette ce qu'elle est devenue. Cette fuite est l'aboutissement d'un processus, un étau géopolitique. Fin 1944, l'armée rouge avance, implacable. Auschwitz est évacué. Mandel est transféré à Mühldorf, une annexe de Dachau en Bavière. Le décor change, pas la méthode. Des prisonniers faméliques y creusent des bunkers souterrains. À l'intérieur, les plans des nouveaux chasseurs à réaction, les Messerschmitt 262, la technologie du futur construite par des hommes sans avenir. L'étau se resserre. À l'est, les soviétiques. À l'ouest, les Américains. Pour l'élite nazie, il n'y a plus d'échappatoire. Le 10 août 1945, les troupes américaines arrêtent la fugitive. Le tribunal de Cracovie n'était qu'une procédure. Le véritable verdict géopolitique a été rendu par ses victimes. Sur l'échafaud, Maria Mandel a 36 ans. Ses derniers mots, en polonais, « Polska żyje ». La Pologne est vivante. Remords sincère ou théâtre politique, l'histoire ne tranchera jamais. Son corps est livré aux étudiants en médecine de l'université de Cracovie. Aucun enterrement, aucun deuil public. Sa dépouille devient un spécimen anatomique, un outil pour la science. Alors, quelle idéologie a finalement gagné? L'orchestre des prisonnières a survécu à son bourreau pendant des décennies. Le corps du bourreau sur une table de dissection. En face, la vie. Anita Lasker-Wallfisch, la violoncelliste qui avait vu Mandel ordonner des exécutions, a vécu jusqu'à 100 ans. Son violoncelle, un son triomphant qui a effacé les ordres du camp. En 2018, elle s'est tenue devant le Bundestag allemand. Un triomphe géopolitique absolu sur l'idéologie de la destruction. La musique a survécu au système.